Donc là, on va aller nourrir les chevrettes. Waouh, elles s'excitent là. Ah ben là, elles savent que... Et quoi, c'est juste du foin? Ouais, là nous on est sur du foin de croc du coup. On essaie de travailler localement un peu sur tout, donc pareil pour le foin. Ouais. Donc c'est le foin Vas-y, ça des va être là. Bouches-du-Rhône et tu vois, il est très feuillu, il est très beau. C'est vraiment le foin là qui nous sert à faire du lait, surtout avec les chèvres. Vu que nous on n'est pas du tout autonome, on a très peu de terre, donc on achète la totalité du foin de l'exploitation. Du coup là, c'est les chevrettes, donc c'est-à-dire? C'est celles qui sont nées donc en février, qui seront prêtes pour l'année prochaine, pour la lactation de l'année prochaine. Donc elles Donc, viennent de elles naître ont- en février. Ouais. Et du coup, on va leur laisser, on va dire, 1 an avant d'être En montées fait, pour à pouvoir- 8 mois, on les met à la reproduction. On peut les mettre à partir de 7 mois à la reproduction pour qu'à 1 an, elles mettent bas. Nous, on les met à 8 mois, 8-9 mois à la reproduction. Et du coup, on compte après 5 mois de gestation. On Ouais. attend surtout en fait qu'elles aient atteint un poids idéal pour pouvoir les mettre à la repos. Pour qu'elles aient fini leur croissance et que du coup ça ne stoppe pas leur croissance le fait de les mettre à la reproduction. Donc c'est pour ça qu'on les décale par rapport aux adultes. Du coup là, c'est l'heure du Eh ben, foin ouais. pour elles. Bon, Donc ça là- mange tout le temps, une bête. Ah ouais? Ouais, ça mange tout le temps. Et pour le coup, la chèvre est tellement difficile que si tu remets pas à chaque fois un petit peu, elle va te faire énormément de refus. Elle aime bien prendre que le meilleur et puis elle te fait la grève de la faim tant qu'elle n'a pas qu'elle du veut, bon elle. qui revient, quoi, ouais. Nous sur les chevrettes on est sur 8 repas. 8 repas 8 par repas, jour? ouais. Il y a 2 repas de grains et après tous les 6 autres repas c'est des petits repas de foin qu'on met comme ça dès qu'on passe dans la journée. Comme elle disait Camille, on leur en met peu. Mais comme ça, ils n'ont pas trop le choix de trier. Ils vont tout prendre, tout ce qu'il y a dans leur assiette. Et le grain, qu'est-ce que vous leur mettez? C'est des granulés et dedans, il y a ces différentes céréales. Parce que comme la chèvre trie énormément, si on amenait le maïs, l'orge à part ou autre, il y a des chèvres qui mangeraient que le maïs, des chèvres qui mangeraient que l'orge. Donc du coup, ça nous permet comme ça d'être sûr qu'elles prennent toute la même ration quand on distribue tant de grammes. Bon bah Ça, alors, c'est allons-y, hein, continuons cette... Non, c'est fini le foin? pour les Ouais, chevrettes, là, ouais. ouais. Ah oui, Après, il y a donc là, les adultes, mais ça, on on verra plus avait... tard. C'est ça, on avait mis du coup déjà à midi. Là, comme il fait pas beau, il y a 3 repas par jour, matin, midi et soir. On a un problème en ce moment, c'est qu'on a trop d'eau. Donc la météo, il pleut depuis un mois. On ne peut pas ni faire de foin, bon, nous on n'en fait pas, mais même sur nos prairies, on ne peut pas non plus les faire pâturer. Parce que là, elles ont l'accès pour aller dans les prairies dehors, mais elles y vont pas. Dès qu'il pleut, elles sortent pas nous. Dès que c'est humide, C'est des petites princesses. ça leur plaît pas. Donc ce qu'on fait, on le fauche avec le tracteur, on fauche 10 ou 20 mètres d'une prairie, on le ramasse après à la brouette et on leur a redonné du coup le midi comme ça. Comme à l'ancienne. Les amis, aujourd'hui je me trouve dans le Var, à la ferme des Jovans, chez Rudy et Camille. A priori, les gens ont déjà un indice de ce que vous faites dans la vie. L'indice est là. Derrière. Elles sont assez curieuses. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce qu'on fait sur cette ferme, même si on a un petit indice derrière vous, depuis quand, comment, pourquoi, tout ça, un petit historique de la ferme quoi. Bah oui. Bah, je te laisse commencer. Allez. Et du coup, Camille et Rudy, on s'est installé en 2017, première production en 2018. En chèvre, évidemment. Du coup, on fait la transformation du lait direct à la ferme. On transforme tout en fromage, en yaourt et notre spécificité à nous, c'est surtout les glaces. Donc Ouais. on fait des bonnes glaces au lait de chèvre. Et les amis, je spoil tout de suite, je pense que c'est la meilleure glace que j'ai jamais mangée de ma vie. Vraiment, je m'y attendais pas quoi, des glaces au lait de chèvre, alors que moi je mange même pas de fromage, donc j'avais un a priori, bah. je pensais que ça allait être très fort, et pas du tout. D'autant plus qu'ils ont une glace au pastis. Du coup, installé en 2018. C'est ça. ça, ouais. 2017 sur les papiers, le troupeau est arrivé fin 2017 et 2018, première production, première mise bas et c'était parti. 2018, qu'est-ce que vous y avez avant? En sortie des études. C'est vrai? Ouais, on s'est installé, on avait 23 à 24 et on était dans les études agricoles. On a fait BTS agricole tous les deux et derrière on a suivi aussi avec un CS, c'est un certificat de spécialisation, donc c'est ce qui te permet de faire une année en apprentissage en fait pour rentrer dans la vie active au niveau agricole. Pendant la fin du CS même, on a commencé à monter notre projet en place et il a fallu 2 ans vraiment au moment où on s'est dit on met le projet en place, on commence à rechercher les terrains et on s'installe. Une fois qu'on a fini le CS, il restait 1 an et demi à peu près. On a enchaîné un peu les petits boulots, le temps de trouver le terrain et le problème c'est que l'administration pour s'installer, tu as pu passer par là, c'est très très long. Donc tu peux pas te permettre de prendre un temps plein pour travailler en même temps que ton installation. Donc tu enchaînes en fait les boulots tôt le matin, tard le soir et pour avoir ta journée de libre pour faire toute l'administration qu'il faut et avoir au téléphone l'administration qu'il faut.
Et du coup, lycée agricole tous les deux aussi? Ouais. Avant, on avait fait du coup un bac agricole. Ouais. Et avec Camille, on s'est rencontrés pendant les études. Bon, on est tombés amoureux, mais ce qu'on aime bien dire aussi, on est tombés en amour aussi de l'agriculture. Nous, on est Pas hors du cadre milieu familial. Hors cadre agricole. familial tous ouais. les deux? C'est Ouais. ça. Ah ouais. Donc, Ah, du on est coup, arrivé dans les études agricoles par hasard. Ah ouais. Et voilà, ça nous a plu, on y est resté. Et je pense que c'est bête, mais dans le milieu agricole, quand tu fais un bac agricole, il y en a très peu qui finissent agriculteurs. Ah ouais? Ah oui, c'est impressionnant, hein. Les gens qui font les études agricoles en tant que bac ou BTS, dans notre région, en tout cas, du bac, on doit être 2 installés. Enfin, 3, Ouais, mais en nous sur 2 comptant promos, tous les ouais. 2, on est 3 à être agriculteurs, je seulement. pense. Ouais, non, les gens, ils font pas forcément des études agricoles pour devenir agriculteur au début. Je suis tombée dans le milieu agricole, c'était parce que la filière classique ne me convenait pas du tout. Je voulais faire vétérinaire à la base et c'est la seule filière, hormis classique, qui me permettait de faire vétérinaire. Donc du coup, je suis allée là-dedans vraiment pour le côté vétérinaire à la base et pas pour le côté agricole. Et toi, Rudy, comment tu t'es retrouvé à faire des études Ouais, c'est un peu le agricole? même cas que Camille. J'avais fait des études générales au début. Et pareil, c'était pas du tout mon truc. Donc après, je préférais me réorienter en ce qu'on appelle un bac technologique, du coup, qui est beaucoup plus transversal sur toutes les matières. C'était vraiment beaucoup plus ma filière à moi, quoi. Puis on avait beaucoup de sorties sur le terrain, donc c'était du très concret. Et c'était pas pour faire agriculteur dès le départ, quoi. Mais après, le projet est venu petit à petit avec Camille. Lui, il voulait surtout pas faire des animaux. Il voulait vraiment pas travailler dans les animaux. Ah ouais? Et encore moins dans la branche laitière. Bah c'est réussi. Ah, voilà, Ah ben il- là, j'ai fait tout l'inverse. Mais j'en suis très heureux, hein. C'est vraiment un projet de vie. Pour nous, c'est ni des contraintes, ni des astreintes. Tous les animaux qu'on a sur la ferme, nous n'ont pas choisi d'être là. Il faut s'en occuper du mieux possible. Et du coup, c'est du boulot pour tous les jours. Mais c'est pas grave, ça fait partie de notre mode de vie. Mais on en est très heureux, quoi. Justement, tu parles d'un projet de vie, mais tu voulais pas être dans les animaux. Comment on passe de je veux pas être dans les animaux à je fais un projet de vie avec des chèvres, qui plus est l'animal, pas le plus simple à gérer, quoi. Au départ, moi, je suis fanat des animaux, mais j'aurais jamais voulu en faire mon métier. Je suis plutôt urbain au départ, donc du coup, oui, les animaux, c'est plutôt des astreintes, des contraintes, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Mais en fait, en tombant dans la filière agricole, c'est tellement passionnant et il y a tellement de choses à faire que du coup, non, moi, je voyais pas faire autre chose. À la base, il voulait pas pour les contraintes, mais c'est un passionné d'animaux. Encore plus la volaille, lui, c'est tout ce qui a des Parce qu'il y a plumes. des plumes, ouais. Voilà, il aurait vraiment voulu aller là-dedans. Mais Et pourquoi il n'y a pas un petit atelier poule pondeuse en plus? c'est prévu, mais voilà, ça prend du temps. Mais c'est prévu, c'est ce qu'on s'était dit et c'est ce qu'on s'est Ouais. toujours dit. L'atelier de poule pondeuse, ça va bien avec le fait de lutter contre les mouches aussi. Donc pour nous, c'est top. Mais là, c'est moi qui ai réussi à convaincre que moi, c'était plutôt des animaux à poil que je préférais. Et c'est bien connu, hein, c'est la femme qui a toujours le dernier mot. Donc il a cédé. Après, il y a aussi une autre particularité qui nous définit bien tous les deux avec Camille, c'est qu'après, on aime aussi bien manger, autant gourmand que gourmet. Donc du coup, faire des chèvres pour faire que du lait, ça, l'un et l'autre, ça ne nous intéressait pas. Par contre, nous, ce qu'on voulait, c'était prendre tout du début jusqu'à la fin. Donc de pouvoir faire toute la production et aussi toute la transformation. Et après, en plus, on se rajoute ça, on veut faire de la vente directe. Du coup, on veut vraiment tout maîtriser de A à Z. Et ça nous plaît énormément, nous, la transfo. Partir de la matière première, la transformer, de donner du coup notre patte, notre signature, de faire par rapport à notre terroir, l'alimentation de nos chèvres. C'est unique, mais chaque ferme est unique. Et du coup, c'est ce qui est beau de pouvoir travailler ça de telle ou telle autre manière. Et puis c'est ce qui est agréable après quand on a les retours, justement avec la glace au pastis comme la tienne. Là, on comprend pourquoi on a fait ça. Moi aussi, j'ai compris. Et justement, en parlant de terroir, de façon de faire, de mettre votre main à la pâte, comment vous avez choisi vos races là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme chèvre? On a pris un peu de tout. On n'a pas voulu être bloqué sur une race. Ouais. On aimait bien le fait d'avoir un troupeau très mix. Notre but, c'était surtout, vu qu'on fait des glaces, avoir un lait le plus doux possible. Et pour ça, c'était d'essayer d'avoir une homogénéité sur le lait en ayant plusieurs races et pas en ayant une seule race. Et du coup, on va pouvoir retrouver de l'alpine, de la robe. On a un peu de Saanen aussi. Ouais, Saanen. Et là, on va avoir... Poitevine. On va Ouais. surtout avoir un bel orage là. On va surtout avoir un bel orage. C'est ça. Après, le but, c'est de vraiment, tous les 3 ans, de changer de bouc et de changer de race au niveau bouc pour pouvoir continuer ce croisement et développer surtout aussi la rusticité de la chèvre. On ne cherche pas à avoir des Formule 1. On est loin de la production optimale qu'on pourrait avoir. Nous, ce qu'on cherche, c'est une qualité de lait avant tout. Et du coup, on travaille avec des boucs de race pure à chaque fois. Ça va nous apporter certains critères, certaines caractéristiques
Là, on a mis des poitevins qui vont donner un lait un petit peu plus gras. Chaque race va apporter quelque chose tout à fait à part, et ce qui fait qu'on a un troupeau très bariolé. Nous, déjà, on trouve ça magnifique d'avoir plein de couleurs dans le troupeau. Et en plus, on n'a pas de contraintes, quoi. On ne doit pas répondre à certains cahiers des charges. On est vraiment libre, du moins qu'on respecte la réglementation, évidemment. Mais du coup, on peut faire des choix comme on veut. Et dans 4-5 ans, on dira les couleurs de chèvres comme ça, c'était telle lignée de bouc. Enfin, c'est assez agréable pour Puis nous c'est aussi. plus facile aussi pour les reconnaître. C'est plus intéressant. Parce qu'elles ont tous leurs prénoms, donc elles ont tous leurs caractères, c'est comme nous. Donc on le sait, il y en a des plus sauvages, il y en a des plus câlines. Il y en a qu'on approche très souvent, il y a celles qui font tout le temps les mêmes bêtises. Voilà, ça c'est Peg. Et elle a dormi et elle a grandi avec Naïs dans la poussette. Donc Naïs qui est votre fille, pour les gens. Oui. C'est ça. Oui. Pour les gens qui n'ont pas la chance de connaître Naïs la star. Et ça, c'est une chèvre aussi? Ça c'est la chèvre du Rov, c'est une de nos premières chèvres, c'est mythique. On l'a eu alors qu'on n'était pas encore installés et on l'a eu en plein lotissement chez mes parents. Et, Parce que là, elles ont quel âge vos chèvres? il y a tout âge. On va avoir donc les plus jeunes, nés cette année, mais la plus vieille, là, on est sur 9-10 ans, 8-9 ans, ouais, Jamila, je dirais. 8-9 ans? Ouais. Il y a des chèvres qu'on a eu dès le départ. L'éleveur ne nous a pas forcément dit les âges, ne savait pas trop nous dire de quelle année elles sont. Donc plus ou moins avec la dentition, on peut, ça va être grand max 10 ans la plus vieille, quoi. Du coup, on élève nous-mêmes nos chevrettes. On ne veut pas ramener de sang extérieur pour les maladies et tout ça. C'est pour ça qu'on travaille qu'avec les boucs, pour ramener du sang neuf. Et après, on élève pour nous une vingtaine de chevrettes pour avoir le choix, après, d'en garder vraiment 10-15 chaque année pour renouveler le troupeau. C'est à peu près ce qu'il nous faut pour remplacer les chèvres les plus anciennes, remplacer les 2-3 accidents qu'il peut y avoir dans l'année aussi avec certaines chèvres. C'est de la prévention. Une chèvre, jusqu'à combien d'années tu peux la garder en laitière avant qu'elle passe en viande? Nous, la plus vieille chèvre qu'on avait, sachant que vu qu'on est installé que depuis 6 ans, on n'a pas encore le retour là, nous, nos plus vieilles chèvres de chez nous ont 6 ans. Mais du coup, il y en avait une, elle avait 14 ans. Bon, c'était une mémé, elle traînait un peu de la pâte, mais elle faisait un peu de lait, elle faisait sa vie. Et puis ça, là, on l'a gardée jusqu'au bout. C'était une chèvre de l'ancien troupeau qu'on a repris du coup. Et voilà, elle avait travaillé toute sa vie pour l'autre éleveur, et on n'a pas envoyé de suite pour faire les merguez. Nous, du coup, on préfère qu'elles finissent leur vie ici, les chèvres. Quand on arrive un matin, qu'elles soient endormies dans un coin, c'est le top pour nous, quoi. Elles ont travaillé tous les jours pour nous, toute leur vie. Nous également pour elles, c'est du donnant-donnant. Donc on préfère faire comme ça et on ne fait pas de la viande avec les chèvres de réforme comme ça. Du coup, une chèvre de réforme, en viande, ça peut partir qu'en merguez. On peut pas en faire un autre truc, si? Tout se fait, mais après, une chèvre de réforme, ça reste une viande qui va être forte. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, ça passe en saucisse ou en merguez, parce que ça va être mélangé avec du porc aussi, et ça évite que ça soit trop fort derrière, quoi. C'est pas une viande qu'on va facilement vendre en rôti ou quoi. Mais après, ça peut se faire ou en terrine aussi. Nous, quand on a commencé, en fait, on élevait toutes nos chevrettes ici. Enfin, toutes les naissances, du coup, mâles et femelles. On les a gardées, on les engraissait nous-mêmes, ce qu'on appelle du coup l'engraissement, pour après aller à l'abattoir, les récupérer en carcasse, aller chez un boucher qui nous les travaillait, nous les mettait en colis, et après on les livrait aux clients. Ça, c'est le seul atelier viande qu'on avait il y a un moment ici sur l'exploitation, mais qu'on a arrêté, parce que c'est pas du tout rentable. Au contraire, c'est une perte phénoménale et de temps et d'argent. Mais nous, ça nous plaît en fait, parce que les cabris qui naissent, on en garde une partie nous pour les chevrettes. On peut vendre quelques boucs, mais on ne peut pas tout garder. Mais ça, on veut aussi le montrer aux personnes qui viennent à la ferme, leur expliquer que si vous voulez consommer du lait, pas de souci. Mais nous, du coup, il y a une naissance chaque année. On ne veut pas faire de lactation longue parce qu'on n'a pas envie d'épuiser les chèvres sur du long terme. Donc du coup, chaque année, on leur fait mettre une fois, comme elles feraient dans la nature, pour avoir du lait. Et après, les petits, on aurait voulu du coup pouvoir aussi continuer à faire ça, transformer les petits cabris pour de la viande, pour avoir de la bonne viande bien élevée à la ferme, pour qu'elle soit produite et du coup manger localement aussi, c'était le but. Mais cet atelier-là, on l'a complètement abandonné parce que pas de temps et pas d'argent pour pouvoir faire ça, quoi. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous faites des naissances des chevreaux, on dit? Ouais, les cabris. Ça part à un engraisseur. On a un engraisseur qui vient et qui fait le tour de toutes les fermes et qui les récupère pour lui engraisser lui et après faire la viande lui-même. Là, on ne gère plus du tout cette partie. Ça nous enlève une charge de travail phénoménale. Il n'y a pas à dire. Mais malheureusement, c'est pareil, c'est qu'on n'en a qu'un qui vient dans la région. Donc, il ne faut pas se brouiller avec. C'est très compliqué de le joindre. Il ne vient pas quand il faut forcément. Donc, même ça nous fait perdre de l'argent. Parce que nous, s'il ne vient pas dans la semaine,
où ça naît, on passe énormément de temps à leur apprendre déjà à savoir téter au biberon. Il nous faut, quand on a tous les cabris, au minimum 120 litres de lait par jour qui passent que pour les cabris. On a tout essayé, on a fait le lait en poudre mais ça ne nous plaisait pas. Mais nous ce qu'on fait en fait, on trait nos chèvres, on met le lait de côté et après on le rechauffe et on le redistribue du coup pour les cabris. Donc en fait ils ont le lait des mères le jour même. Mais ça c'est beaucoup de boulot et il nous faut au moins 120 litres de lait par jour pour nourrir les cabris quand on en a à peu près le maximum quoi. Bisous. Elles sont un peu pot de colle. Ah mais les chèvres... Un peu câlines. Si toi tu restes là en étant protégé... Regarde-les, ça, celle-là. Elle est en train de me bouffer le t-shirt. Hein? Donc là, les amis que vous voyez, les chèvres, elles peuvent complètement sortir, c'est complètement ouvert, c'est juste qu'il pleut. Donc elles n'ont pas envie d'y aller, mais on est entouré de prairies. Comme il pleut, on va pas tellement aller se balader là-bas. Vous avez une particularité d'ailleurs, c'est que vous êtes installé sur une très petite surface. Vous avez quelle superficie? Comment vous travaillez ça? Et quelle est d'ailleurs la taille de votre troupeau? Et comment vous faites pour vous arranger avec cette petite surface? Du coup, nous, on n'est pas du tout autonome en foin. On est installé nous sur 2 hectares, là où il y a la fromagerie, le bâtiment et les 2 prairies à côté. On nous met à disposition au maximum 4 hectares de prairies adjacentes, pas trop loin aussi. Donc on essaye de faire un pâturage, quand la météo le permet, tournant et un petit peu dynamique. En fait, on essaye de faire des petits parcs, vu qu'on a peu de surface. Elles restent une demi-journée. Hop, après on les change d'endroit. Elles passent sur notre parc pour le reste de la journée. Et on change comme ça au fur et à mesure. On part de la parcelle la plus à gauche, on fait le tour et en général, quand on a fini toutes nos parcelles, quand on revient sur la première, ça a déjà repoussé. Et ça nous permet d'avoir un petit peu une meilleure pousse d'herbe, plus homogène, d'enrichir mieux aussi les sols parce que du coup on concentre aussi le nombre de têtes à l'hectare. Et après par contre, nous, le gros souci, c'est la période estivale. Parce qu'il fait tellement sec, on n'a pas des très bonnes prairies non plus, sauf cette année où il y a de la pluie depuis un mois. Mais sinon, après, nous, l'été, on n'a plus rien à leur faire manger. On a un peu des sous-bois à côté, mais on a trop de temps de travail sur l'exploitation, en fromagerie, en transformation du coup et en vente. Qui fait qu'on ne peut pas les garder. Et oui, parce qu'évidemment, votre activité, vous, c'est surtout l'été, les glaces. C'est pendant 10 mois en fait, pendant la saison de lactation de la chèvre. Et encore, nous, on est sur 9 mois. Au lieu d'être sur 10 mois, on est sur 9 mois. On laisse vraiment 3 mois de tarissement aux chèvres au lieu d'en laisser 2. Et du coup, ça commence du 1er mars jusqu'à fin octobre surtout. Et un petit peu novembre. Il nous reste un petit peu de lait, donc on fait un peu jusqu'à fin novembre. Mais oui, après en été, avec la glace... Mais bon, après dans notre région, dès le début, dès mars, il y a des très très beaux jours et il faut être à fond sur la glace dès mars. Ah ouais. On pensait que les gens voudraient surtout de la glace l'été. Après, les gens, quand ils ont goûté notre glace, ils ont du mal à en revenir à une autre. Mais tant mieux. D'ailleurs, ça me fait chier de partir ce soir. Mais du coup, le truc, c'est qu'ils reviennent et puis même dès mars, ils nous demandent déjà de la glace parce qu'ils n'en ont plus dans leur congélateur. Et ils en veulent parce que la glace, en fait, ça se consomme toute l'année. Puis à Noël, en fait, on se rend pas compte, mais on consomme beaucoup de glace à Noël. Et du coup, on a un gros pic aussi de vente sur la période de Noël. Il y a une meuf qui a envie de participer là. Toujours la même. Un Saint-Fouin. Du coup, j'avais posé la question, mais du coup, on n'a pas vraiment répondu. 2 hectares, plus un peu plus avec ce que vous avez à côté. Mais quelle est la taille du troupeau? Ah oui. Et j'ai une autre question qui me vient, du coup, vu que vous n'avez pas beaucoup de superficie. Il n'y a pas des gens qui vous demandent d'entretenir leur jardin? Après, c'est compliqué d'entretenir les jardins. Puisque vous faites la traite tous les jours. Il y a la traite tous les jours, mais après, les gens ne se rendent pas compte. Il y a aussi un aspect sanitaire. Nous, c'est le plus important, c'est l'aspect sanitaire du troupeau. On va essayer de les protéger le plus possible de façon naturelle. Donc, ça va être éviter de passer là où il y a eu des troupeaux qui sont passés juste avant. Parce que chaque lieu à son microbisme va être porteur de maladies. Que d'autres ne le sont pas forcément. Et si on va mettre des chèvres à un endroit où il y a une maladie, où elles n'ont pas l'habitude, où elles ne sont pas immunisées, derrière, nous, c'est l'hécatombe dans notre troupeau. Donc c'est vrai qu'on restreint assez sur vraiment les alentours et sur l'accès aussi très facile avec les chèvres et avec la traite. Mais du coup, on ne peut pas se permettre de prendre 3-4 chèvres pour l'emmener chez le voisin en bétaillère et puis pour les reprendre dans 3 mois. Déjà, on va aussi casser l'aspect hiérarchie dans le troupeau, donc ça va être encore plus de bastons au moment où elles vont revenir. Donc il y a vraiment trop de risques sanitaires pour nos chèvres pour le faire. C'est quand même notre métier d'être éleveur. Malheureusement, il faut quand même une rentabilité pour payer tous leurs soins et tous leurs frais. Donc derrière, si on fait n'importe quoi, si on prend des risques pour pas grand-chose, c'est pas jouable pour nous. D'accord. Et après, on est sur à peu près 79 chèvres, mais on est encore sur des très hautes variations en fonction des années pour
le temps de stabiliser le troupeau et d'avoir la génétique qu'on souhaite. Ouais. Puis c'est surtout qu'après il faut faire des réformes, mais comme tous les éleveurs, un bon éleveur il serait faire le choix rapidement de ses réformes, de ce qu'il faut enlever du troupeau ou pas, pour avoir un troupeau le plus optimum. Mais nous du coup, oui, elles ont tout un prénom, elles ont tous une histoire, et c'est toujours dur aussi de se dire après, laquelle on lève, laquelle on lève pas, laquelle on garde. La chèvrerie elle est fixe, c'est pas extensible en place. Puis si on a plus de chèvres, en toute logique on devrait avoir plus de lait, donc ça fait plus de transformation. Mais nous, on est déjà un peu au taquet de ce qu'on peut faire. Et on ne veut pas perdre en qualité de transformation non plus, donc on ne veut pas plus de lait forcément. Donc il faut qu'on arrive à trouver le bon compromis entre avoir la quantité de lait qu'il nous faut pour faire juste vivre l'exploitation, avoir le lait qu'il faut pour avoir la charge de transformation qu'il nous faut aussi, mais pas avoir trop de charge d'exploitation. Enfin, c'est très compliqué. Il y a toute la partie économique là-dedans qu'il faut réfléchir. Avec une ferme avec donc une 70aine de têtes, vu que vous faites la transfo, vous avez une bonne plus-value, vous arrivez à faire quoi comme chiffre d'affaires? On n'est pas sur une méga plus-value, non, parce que les charges sont très élevées. Nous, on est dans une chip en fait hors sol au niveau de l'alimentation où on doit tout acheter. Oui. Donc on dépend aussi des cours et de bon vouloir de chacun, quoi. Puis on veut aussi de la bonne qualité de foin. Parce que bonne qualité de foin, bon état des chèvres, enfin bonne santé générale, du coup bonne qualité de lait. Donc sur ça on lésine pas non plus. Je crois que l'année dernière de tête à peu près, on devait être sur 122 000 de chiffre d'affaires, un truc comme ça. Ah ouais. J'aurais pensé plus, tu vois. Ouais, non, après ça dépend. Donc Après, 122 000, c'est sûr qu'en plus, en ayant toutes les charges pour faire puis bien il y a aussi- on n'est pas du milieu agricole, donc on a énormément de crédits sur le dos. On n'a pas eu des terres de nos parents. Le foncier ici est particulièrement cher. La fromagerie est neuve. Vous êtes à combien de l'hectares ici, le foncier? C'est Mais inabordable. en moyenne, nous, là, sur les 2 hectares... Normalement, un prix classique qui devrait se faire, ça devrait être du 6-10 000 euros, mais ça se voit bien plus que ça, quoi. Il y a trop de pression foncière aussi en agricole parce que on est quand même un berceau de la vigne et la vigne fait flamber un peu les prix aussi des terres agricoles, quoi. Donc nous, c'est un peu dur de concurrencer ce côté-là, vigne derrière, quoi. Ouais, nous, il y a un prix à l'hectare, on sait que 40 000 euros l'hectare, on ne pourra jamais, parce que nous, on veut faire que pâturer nos chèvres, jamais on rentabilisera ça, c'est impossible. C'est clair. Peut-être sur 3 générations. T'as un problème? Mais du coup, il y a ça, et il y a ce côté, comme disait Camille, le poids du foncier, où dès qu'il y a un petit lopin de terre, on est dans le Var, limitrophe Bouches-du-Rhône, alors du coup, tout se vend à des prix d'or. Ouais. Une petite ruine, ça se vendra des centaines de milliers d'euros, alors que ça vaut rien du tout, quoi. Mais bon, pas en plus sur des bonnes terres agricoles, c'est pas... C'est compliqué, ouais. C'est difficile d'en vivre. Aujourd'hui, nous, on est passé à la prime d'activité, mais... Si on n'a pas ça, non, c'est pas plus rentable que ça, quoi. La prime d'activité? On était au RSA jusqu'à présent et on est passé parce que du coup, on a réussi à faire un peu plus de chiffres cette année, donc ça nous a permis de basculer. On gagne. Nous, on ne s'est pas retiré de salaire, mais par rapport aux revenus disponibles qui restent, on gagne trop pour avoir le RSA, donc ils nous ont passé sur la prime d'activité, mais en même temps, comme on leur dit, c'est que ce revenu disponible, c'est le fonds de roulement de la société, donc c'est pas un revenu que nous, on se dégage. Pour l'instant, on se retire pas encore de salaire du tout de cette activité. Nous, ça fait 6 ans, on s'est retiré quelques fois 500 ou 1000 euros par-ci ou par-là. Mais je crois qu'on avait calculé une fois sur les 6 ans. Là, tu m'as bouffé. Si on disait, parce que les 2 premières années, on a quand même travaillé entre 20 et 22 heures par jour, parce qu'on faisait les foires. Donc là, ça, 5 jours par semaine. Et après, on travaillait que 18 heures par jour. Ça, c'était les 2 premières années. Après, il y a eu le Covid, il a fallu du coup qu'on change totalement. Vu qu'on faisait que des foires et des marchés, on a perdu 90% du chiffre d'affaires, comme beaucoup, ouais. Donc on s'est remis en question. Et le but, c'était aussi d'accueillir à la ferme, de développer ce côté-là. Donc on l'a fait par transition et développer aussi les livraisons. Mais si on dit qu'on fait des journées classiques d'une dizaine d'heures, chose qui n'est pas vraiment ça, quand on avait calculé avec un client là, il n'y a pas si longtemps, je crois qu'on était sur du 10 centimes de l'heure, si on devait se mettre une rémunération. Donc voilà, donc on est quand même très bas. Et non, on ne peut pas se tirer de salaire. Et le truc, c'est toujours pareil, c'est très dur en agriculture, surtout quand on vient de s'installer. On fait le choix, soit on endette la société pour se tirer un petit salaire, mais bon, ça va toujours à peine vivoter. En fait, on a besoin de pouvoir investir, c'est-à-dire investir, nous c'est dans la fromagerie, investir dans un camion frigo pour pouvoir faire des livraisons, parce qu'en été, livrer des glaces dans le Var, sans camion frigo, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a des besoins qui sont juste propres à ce qu'on veut faire, à notre mode de commercialisation, et du coup, c'est des investissements qu'il vaut mieux faire sur le départ, et pas attendre d'avoir 50 ans, et de se dire, voilà, j'ai toute ma carrière derrière moi, j'ai le dos, il est cassé. Pourquoi est-ce que les agriculteurs ne pourraient pas avoir aussi un confort de travail ? On travaille tous les jours, on n'a pas de repos,
quasiment pas de vacances, on a pu en prendre l'année dernière. Mais du coup, pourquoi est-ce que les agriculteurs, c'est toujours la dernière roue du carrosse sur qui, de toute façon, ils n'ont pas d'argent, c'est pas grave, ils vendent à perte, c'est pas grave, ils travaillent comme des fous, mais c'est pas grave, et ça, on n'en parle jamais. Du coup, nous, on voulait le montrer, on ne veut pas du tout attirer ni la pitié ou quoi que ce soit, il faut juste montrer les choses telles qu'elles sont. Quand déjà on me demande est-ce qu'on peut s'installer en chèvre et tout, oui, c'est possible, mais du coup, il va falloir cravacher dur, ça va être dur socialement, mentalement et économiquement. Mais après, c'est très beau. On ferait des choses différemment, mais on ne changerait pas de projet pour rien au monde. Pourtant, si on dit d'un point de vue purement économique, non, arrêtez, faites autre chose. Non, on fait ce métier par philosophie et pas pour, Oui, pas pour gagner de l'argent. c'est par passion. Ouais. Du coup, même si on gagne pas beaucoup d'argent, pour gagner de l'argent, il faut commencer par la traite. Ouais. Ouais, On n'irait pas sans faire une petite. Allez, c'est parti. allez. Parce que moi j'ai fait ma première traite de brebis hier en fait. Donc j'ai jamais traité de chèvre. Bah, on va voir si Donc, t'es faut meilleur en m'apprendre. chèvre qu'en brebis. On va voir. C'est Allez. peut-être plus facile. On va amener les chèvres à la traite. Vous travaillez avec des chiens. Oui, on travaille avec les chiens de troupeau et on a comme race des Working Kelpies, c'est pas connu. On a voulu faire un peu différemment que les autres. Ça, c'est Molky, Vous êtes toutes contentes. donc qui est un peu grassouillette Ah de travailler que pendant la traite. Mais là, elle a envie d'y aller là. Ah bah Ah oui. bah, c'est leur plaisir, ça. C'est Alors une comment ça se passe là Eh ben ouvre là, et ça part en. on ouvre la Ben, porte on et c'est va le envoyer début. Molky C'est, pour le rappel de la traite. On C'est leur le dit départ de la aussi. Formule 1 quoi. C'est ça. Allez Molky, Molky dedans. allez filles, Moi, je tiendrai juste le portail, Ça Camille, elle va passer devant. allez go, c'est parti pour la traite. Elle va devant, c'est... Molky, gauche. Molky. Derrière. Allez, gauche, gauche, Derrière. gauche, gauche, Allez, allez, allez. gauche. Non, non, pas l'arrêt au grain. Allez les filles. Et la gauche, Allez, gauche, les gauche. filles. Où tu vas? Viens là. Allez, Et filles. va chercher. Allez les filles. Allez Poutine. Donc là, elles sont parquées là. C'est C'est ça, et Premier puis, parc d'attente. Elles vont passer au quai et elles Et tu redescendent dans vois, le elles deuxième attendent parc. déjà pour avoir leur friandise là. Il y a 5 prises en tout. Il y a 5 prises. Ouais, Ah, tu dis, il y a 5. Ah Il y a ouais, cinq donc là, quais. boum, c'est ouvert. Tu Ça vois, rentre. Et c'est elles vont ça. se ranger. Et après, ça va sortir de l'autre côté là-bas. C'est c'est ça. ça. Et puis là, c'est, tu vois, première arrivée, première servie. Donc, Mais elles montent toutes dans le même ordre. On ne dirait pas comme ça, mais elles ont toutes leur ordre dans lequel elles montent. Et c'est comme ça aussi que des fois on repère s'il y en a une qui va pas bien ou qui commence à être malade, parce que du coup elle va pas monter au quai de traite. Et on se dit ben, c'est bizarre, elle est pas passée. Et du coup elle va passer en dernière, c'est pour dire aussi tiens regarde, fais un peu attention à moi, il y a un truc qui va pas. Donc, elles communiquent mais à leur manière. Et là ça y est, la machine est lancée donc. Alors, on va aller voir. Ah, effectivement, là, il y a de l'odeur. Hein. Ah ouais. Pour nous ça sent plus rien. Mais... Qu'est-ce que tu fais là, toi premier jet. C'est pourquoi ça Pour vérifier s'il n'y a pas de sang, de poumon, de tout ça. Ok. Parce qu'après, ils vont trop mal pris et le lait, il soit Et après, le branchement. Ah là, voilà. Et là, en même temps, en fait, elles mangent leur C'est ça. petit bonbon, quoi. Ce qui est drôle, c'est que là, après, elles sautent là, directement. Il n'y a fait même ça. pas de barrière ou quoi, quoi. Non, ben nous, C'est une habitude. on a fait le choix de ne pas avoir ce qu'on appelle de barrière de reculement. Parce qu'après, tu vois, quand on doit faire des soins à une chèvre ou quoi, on veut être face à elle. Et si tu as une barre qui est là, que tu dois aller voir s'il y a quelque chose, c'est quand même un peu embêtant. Et puis ça cloche, enfin. Du coup, nous, les chèvres, on leur a appris. On fait ça, et après, elles sortent. Du coup, il faut leur apprendre. Mais non, elles ne tombent pas. Il y en a 4 ou 5 par an qui tombent parce qu'elles se font bousculer par une autre. Mais sinon, elles sont juste contentionnées par le cornagis pour pas qu'elles bougent, pour pas qu'elles sortent quand elles ont fini le grain, c'est tout. Parce que qu'est-ce que tu leur donnes à manger, là Là, du coup, c'est des céréales. Du maïs, de l'orge, on a aussi des vitamines à l'intérieur. Donc après, il y a des drèches, il y a du tournesol, enfin, ça dépend de la ration. On a différentes rations en fonction des saisons, si c'est au tarissement, si c'est au début de lactation, en fin de lactation. Ça dépend de ce qu'on recherche, ça dépend, on peut aussi analyser le point. Et après, si le point est un peu plus pauvre en protéines, eh bien, on essaiera de prendre une ration dans laquelle il y a un peu plus de protéines dans les céréales. On va essayer de voir. Nous, du coup, on travaille, on n'a pas de soja. On ne voulait pas de soja dans les rations avec Camille. C'est une céréale, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir en tirer profit, enfin pour pouvoir avoir les protéines qu'il faut. Il faut soit la toaster, soit la griller ou l'extruder. Et du coup, nous, on ne voulait pas de soja. Et après, est-ce que ça vient de France ou d'ailleurs? Donc, on ne voulait pas du tout de soja et on n'en a pas. Quand j'ai fait la traite des brebis, à la fin, il fallait soulever les mamelles comme ça
Pour faire la fin du lait, vous, il n'y a pas un truc Ah ouais, là une Non, vous question. laissez juste la machine? Ouais. Bah après, c'est que ça... Est-ce que tu les habitues à repasser les chèvres? On le faisait la première année. On repassait toutes les chèvres pour prendre le peu de lait. Tu vois, là, en fait, il y a déjà du lait. Normalement, on ne faudrait pas, mais il y a déjà du lait qui a été fait. Pourtant, on l'a déjà tiré. Va te Mais c'est chercher un juste que verre. le lait qu'on a là, c'est le lait qu'on aura demain. Si tu veux un verre de lait. Donc, autant le garder. Va te Et du chercher coup, un on verre. habitue nos chèvres à ça. Dans Et le après, petit la chèvre, tunnel. sur le bout, elle va refermer du coup le petit sphincter. Et de repasser, à chaque fois on va réouvrir et ça peut être un nid d'entrée pour les bactéries. Donc du coup nous quand on a fini la traite, on retouche même pas les mamelles. On sait qu'on l'a vidé correctement. Tu vois, on voit bien que du coup la mamelle elle a été vidée. Il y a encore du lait mais il se refait, c'est le lait De pour toute demain. façon, ça se refait instantanément le lait. Ah ouais? Ça va si vite que ça? C'est hyper rapide à refaire du lait, donc tu les laisses même pas 1 heure, tu vas avoir l'impression qu'on les a pas traits. Mais c'est normal, c'est comme ça que fonctionnent les cellules pour faire du lait. Il faut les vider, le fait qu'elles soient vidées, ben, ça stimule la production de lait à l'intérieur des cellules. Et c'est pour ça que le tarissement, pour détruire ces cellules productrices de lait, ben, tu laisses le lait dans la mamelle. Et c'est en fait le fait de laisser du lait que ça détruit ces cellules-là. Et là c'est avec la descente des chèvres. Du coup. Alors La ça, descente des ça chèvres, aboie un peu. Hein. Ça aboie? Allez, repli, Derrière. derrière. Allez, allez, allez. Voilà. Pousse. Allez. Et là, ses pieds ils font comme des sabots, c'est normal ça? Bah en fait, une fois, on l'a fait faire par quelqu'un ses sabots et qui a loupé complètement la forme du sabot. Et du coup, c'est très dur de lui faire revenir petit à petit. On regagne un petit peu une orientation de sabot plus classique, Ouais. mais tu es obligé de laisser On va lui- pousser ouais, on va lui- pour avoir de quoi récupérer l'angle sur elle. T'es mal à chèvre, on dirait à les chaussures de Jaco il a fait. C'est vrai. On dirait les babouches même. Du coup, t'as trait à la main hier. Non, la machine comme ça? Ah, t'as pas essayé à la main. J'ai pas essayé. Ah, non. faut essayer Tu veux quand même. Vas-y, hein, on va essayer. Hein. Et il faut qu'on te fasse goûter le lait Et- sorti du pied. Ouais. Tu verras, c'est beaucoup moins fort que le lait pasteurisé une fois qu'il est pasteurisé. Bah, allez, Et hein, qu'il est c'est en parti. bouteille. Hein. Bah, il va- J'appréhende un peu, j'avoue, j'appréhende un peu. Alors, je j'avoue. vais aller chercher un verre et puis il va te montrer comment on Ouais. fait. Choisis ta chèvre. Ouais. Choisis Déjà. une gentille. Et une Là. qui n'a pas été traite. Peut-être la plus facile, Ouais. ça reste celle-ci. Elle s'appelle Tucupi. Tout coupi. Pourquoi? Parce que ça serait une sauce brésilienne Ouais, apparemment. c'est la lignée de Gribiche, donc sauce Gribiche et tout ça. Le but, en fait, c'est surtout avec ton pouce et ton index, tu vas venir pincer pour faire un garrot. Et du coup, en fait, tout là, c'est rempli de lait. Et après, tu n'as plus qu'à pianoter avec tes doigts. Et dès que c'est vide, hop, tu reprends. Ok, attends, arrête, comme ça sera plus facile. Parce que je sens que plus tu vas en prendre, ça va être dur pour moi. Le problème, c'est que si tu vas très doucement, oui, ça va taper du pied parce que tu vas lui faire des guillis. Faut y aller Ah assez ouais franco. Hein. Ah, c'est sensible hein, quand même. Ok, alors, hop, genre, Voilà. je fais comme ça. C'est ça. Je fais comme ça. Ça marche pas. Parce qu'il faut vraiment que tu pinces ici et ici. Là Ah, Ouais, là voilà. Ouais. Voilà. Regarde, hop. À la marocaine. À la marocaine, mon gars. Bah tiens, regarde, t'as un verre que tu vas pouvoir remplir pour goûter le lait. Ah, je vise directement dans le Ah verre. bah ouais, on va voir si c'est bon maintenant. Oh putain. Allez, tu me fais confiance. Ah, c'est vraiment. tu vas pas en boire beaucoup là, hein. Tu vas pas pouvoir goûter. Là. Hop là. Hop. En vrai, j'ai peur. Hein. Je sais Mais pas non, si c'est très j'apprécie ça. doux. C'est une belle robe, blanc nacré, premier cru des Jovans, médaille d'or 98, 99, bel arôme, une belle douceur. Et allez, c'est parti, faut aller vite. Ça reste du lait hein, après. Si t'aimes pas le lait, c'est normal. Ça va, Très très bon, Ah t'as aimé? très bon. Très C'est bon. beaucoup moins fort. Là, le lait qui est prêt, il va où? Il part directement en fromagerie. Donc là, il passe dans ces câbles, dans ces tuyaux là. Ouais, en inox. Ça remonte là et ça va aller dans la fromagerie directement dans le tank à lait.
C'est une grosse marmite qui permet de refroidir le lait à 4 degrés. Et le lendemain matin, du coup, il y a la traite qui va se mettre, qui va venir par-dessus et ça va nous permettre d'avoir une température entre 18 et 20 degrés pour le lait et pour après le transformer directement en fromage pour qu'il soit à la bonne température pour les fromages. Tiens, tu peux mettre, si tu veux, les crocs. Plutôt d'avoir des charlottes jetables, c'est pour ça qu'on a ça. Ah. Ça donne une tête quand même... Tête de beau gosse. Ça tient? Non, pas du tout. Ah bah j'avoue que si tu veux bien le tenir. Moi je pense vraiment qu'on va lancer une mode. Hein. Ceux qui ont vu la vidéo sur la bergerie, là ce qui va se passer c'est très dur parce que je mange pas de fromage. Que l'odeur c'est difficile pour moi. Déjà rien que là on est dans le sas de décompression et je suis pas bien. Et là je vois il y a des plateaux de fromage de partout. Non, non. Non? Tu vas voir. Allez vas-y. J'y vais à tâtons comme si j'avais peur que quelque chose me saute dessus. Non, ça va, ça sent bon ici. Ça fait un peu le fromage, mais... Waouh. Alors, il y a juste une chose, il faut pas toucher cette bassine. Un petit coup et c'est Un coup foutu, de fesse pas de et- fromage demain. Ah ouais, pourquoi? Parce que là, en fait, ça, c'est le cahier. Demain matin, on va faire la traite. Le Ouais. lait va tomber avec le lait que tu as filmé tout à l'heure. Ouais. Les deux vont être réunis là, ça va faire à peu près à 20 degrés. On va l'emprésurer. Et 24 heures après, on va pouvoir le mouler. Mais si avant on donne un coup dedans, on va le déstructurer, il va être cassé et on ne pourra pas faire du beau fromage. Waouh. Donc là, Et- ça c'est le Saint Graal, on touche pas. Il faut 3 jours pour faire un fromage. Demain matin, ça fera les premières 24 heures. Après, du coup, on va le mouler, ici, dans les petits moules qui sont là. Après, on va les retourner, saler cette face. Et à la fin, on va les prendre, faire ça, saler le reste et les mettre sur des grilles. Et ça va partir là-bas pour s'affiner. Là, tu vois, ça a quasiment 3 jours et c'est un fromage frais. Et attends, c'est quoi ces tout petits machins Ça, là? c'est les petits bouchons apéro. On les fait avec les herbes de Provence d'une collègue, du coup, qui est juste à côté. Ouais. Et elle produit elle-même ses herbes en bio. Et du coup, on fait des petites bouchons apéro, des petites bouchées. C'est là que tu as le Saint Graal. C'est là-dedans. Et là, du coup, ça, c'est notre cave où il y a tous nos fromages. On appelle Là, il y a ça un peu plus d'odeur. le haloir. Ah ouais, Ouais, là, il y en a effectivement, il y a plein. des gros machins. Là. Ouais. Ça, du coup, c'est nos fromages à raclette. Donc, du coup, là, on a fait des essais de raclettes différentes. Après, ça va prendre aussi l'affinage qu'il y aura dans la cave. Donc, les crottins que tu as vus, que j'ai sortis à la main tout à l'heure, après, ça devient ça, un crottin mi-frais. Tout à l'heure, celui que tu m'as montré, c'est frais. Ouais, Ça, après c'est ça va mi-frais, ça passer veut dire que- mi-frais. Après, on en a des un peu plus affinés, tu vois, comme ça. Ah ouais. Un peu plus affinés, un petit peu crémeux, là. Et après, en fait, on peut les garder au fur et à mesure des jours. Et le truc, c'est qu'on va juste les retourner, tous les fromages, un par un, tous les jours ou tous les 2 jours, pour qu'ils s'affinent correctement des deux faces. Là, tu vois, tu as des anneaux, comme tu avais tout à l'heure, celui que tu as vu, là, très très frais, ben, ça donne ça aussi. Là, des bûches, les petits bouchons. Ceux-là, ils sont nature, du coup. Les bouchons aux herbes. Ouais, il y en a au piment d'Espelette pour ceux qui viennent du sud-ouest. Piment d'Espelette, s'il en reste, ouais, il en reste un peu. J'adore le piment d'Espelette. Et après, on a différentes formes, du coup, tu as les pyramides. Mais ça, par exemple, ce fromage là en pyramide, c'est le même que C'est celui-là? pas tout à fait la même technique de moulage. C'est le même lait, donc le même cahier. Mais après, on va le mouler d'une manière différente. Ce qui fait que déjà la forme et après la manière, la technique de moulage va donner une texture et in fine, du coup, un goût aussi un petit peu différent. Tout le lait, c'est le même à la base. Et après, c'est vraiment le travail qu'on va faire au haloir et à l'affinage qui fait que ça va être plus ou moins fort en goût, une texture plus ou moins crémeuse. Ils sont tellement crémeux, tu vois, que ça accroche sur la première partie. Et du coup, voilà, ça c'est des cœurs avec un salage, avec un sel aux herbes et aux légumes. Tous les jours on fait ça. Il y a aussi après les crèmes dessert au chocolat, les yaourts et les glaces. Alors les glaces, Plus ça les se fait bouteilles ça de lait. Ici, bon là du coup, il n'y a pas grand-chose parce qu'on n'a pas fait pour le coup. On pasteurise à l'intérieur de cette machine, le pasteurisateur. Après, une fois que c'est pasteurisé, on va mettre là-dedans, dans la turbine. C'est ce qui va rendre le côté liquide en glace. Donc c'est comme une machine à l'italienne, pour le coup, la glace sera à l'italienne, c'est là où elle est top de top. C'est à ce moment-là qu'on fait les essais, qu'on teste, qu'on goûte et qu'on valide les recettes. Voilà, et une fois que c'est sorti de là, on met en pot et puis nous, ça passe au surgélateur. Donc ça, c'est une étape qui est quand même très importante parce que c'est ce qui nous permet de pas forcément avoir de cristaux dans la glace vu qu'on ne met pas de conservateur en plus. Après, Et ça ça, part en évidemment, pot. c'est pour travailler quoi. C'est Ouais, parce que sinon, ouais, bah pour oui. travailler, oui. Ah ben, pour sel au pastis, il faut du ricard et sel au rhum raisin, il faut du rhum. C'est sans arôme. Et du coup, voilà, on passe le plus clair de notre temps. Tous les moules qu'on a fait là, après on va les démouler. Il va falloir du coup laver et le moule, et les stores, et les grilles, plus les chariots, plus le sol, plus voilà, les tables tous les jours. Mais je- Donc ça fait beaucoup de travail en fromagerie, c'est de la laverie.
Et du coup, votre temps de travail entre les animaux et la fromagerie, où est-ce que vous passez plus de temps? Ici. Malheureusement, de s'occuper des animaux, c'est pas ce qui prend le plus de temps. C'est pas qu'on veut pas passer de temps, hein, c'est parce qu'on aimerait, mais derrière, il faut produire pour vendre et pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir passer du temps avec les chefs derrière. Il y a priorité au bien-être à la base de nos animaux, mais c'est pas nous qui allons avoir beaucoup de temps pour faire tout ce qu'on voudrait avec elles, les câliner comme on voudrait. Nous, on va faire en sorte qu'elles soient bien là où elles sont, qu'elles ne manquent de rien. Et après, c'est priorité à la fromagerie, où il y a beaucoup plus de boulot sur la fromagerie parce qu'il y a beaucoup de nettoyage dans une fromagerie. Même pour la glace, on pourrait la faire en 4 heures. Sortir une glace, c'est possible. Mais nous, du coup, il nous faut 3 jours. Donc, c'est pas 3 jours continus, mais ces 3 jours, c'est plein de petites étapes. Un peu comme sur les recettes de grammaire, où des fois, pour faire un bon gâteau, il faut le préparer à l'avance ou sur un plat. Il faut anticiper certaines choses. Nous, c'est pareil. On fait des choses simples. Comme on ne met pas du vin dedans, mais pas de colorant, d'émulsifiant ou autre, du coup on est obligé de travailler la matière première de la manière la plus douce possible. Le produit de base aussi, il est quand même noble. Donc le but c'est de pouvoir continuer ça même en transformation. Parce que sortir du bon lait c'est bien, mais après derrière il faut aussi bien le transformer pour que in fine ce soit bon. Et après pour donner un ordre d'idée, on passe à peu près 8 heures chacun par jour en fromagerie. Que la fromagerie. Ah ouais. Les fromages c'est pas ce qui nous prend le crois qu'elle plus les a déjà de prises. temps, mais c'est surtout les glaces. Les glaces, c'est beaucoup de manutention, beaucoup de nettoyage encore, et plein de petites étapes. Les machines pour faire les glaces, c'est les plus petites qu'ont les glaciers. Ouais, ils rigolent quand ils nous voient avec ces machines-là. Mais pour nous, c'est hors de prix. C'est pour faire des essais. Nous, on produit avec ça, quoi. Avec la traite, du coup, 3 heures, et il y a 3-4 heures d'élevage au moins par jour après derrière aussi. Répartis entre chacun, quoi. Tu me fais penser qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée. 70 chèvres, là, en une traite, vous récoltez combien de litres de lait? Avec les 79 chèvres qu'on a, en moyenne, parce que ça va dépendre des heures de traite, de ce qu'elles ont mangé la veille et tout ça, en ce moment, on est entre 170 et 200 litres au maximum. Avec 2 traites. Avec 2 traites. Avec 2 traites, donc c'est par jour. Deux traites Oui, par c'est jour, par oui. jour là. Par jour. On compte par jour parce que c'est vrai qu'on n'est pas hyper régulier sur les horaires de traite, nous pour le coup, vu qu'on dépend beaucoup de la vente directe. Des fois c'est trop aléatoire, t'as 2 heures d'écart au lieu d'avoir 12 heures, t'as 10 heures ou quoi, donc ça change complètement la donne. Donc en moyenne par jour, on est à peu près entre 170. Et comme on va mélanger le lait de la traite du soir avec le lait de la traite du lendemain matin, pour nous en fait l'unité de mesure c'est plutôt celle-là. C'est les 2 traites réunies qui font ce volume-là et qui sera du coup le volume à transformer dans la journée parce que le lendemain il y a autant qui arrive, donc du coup il faut toujours anticiper. Et justement au niveau de la commercialisation, qui est-ce qui achète vos produits? Comment vous vendez? Comment on peut vous retrouver peut-être? Nous on vend tout, quasiment tout en vente directe. Donc ça reste une grosse difficulté pour nous là-dessus, parce que donc 2 fois plus de temps au niveau de la vente. Mais pour nous c'était important sur ça d'être direct avec le consommateur pour pouvoir montrer aussi et expliquer le juste prix d'un produit là-dessus. Que si on avait des revendeurs, ça le fait pas forcément, ça l'explique pas. Et du coup, pour nous trouver, ça va être surtout à la ferme, essentiellement à la ferme. On développe vraiment ce côté goûter fermier à la ferme tous les week-ends, de 16h à 19h30, où là on accueille les gens, on fait des crêpes au lait de chèvre, on a nos glaces au lait de chèvre qui sont à la dégustation à la boule. Après, il y a aussi tous nos produits derrière qui sont à emporter. Donc les glaces qui sont dans des bacs de 0,5 et de 1 litre. Ça permet 1 heure de transport à tous les clients. Et on a aussi tous les fromages à la pièce qui sont disponibles là-dessus. Et après, on fait 2 marchés seulement. Maintenant. En fin de semaine. Le vendredi après-midi, on est chez des maraîchers bio sur Rousset. Et le samedi matin, chez des maraîchers bio à Vintabrin aussi. Et c'est nos 2 seuls, on va dire, sorties au niveau vente. Il y a juste le jeudi où on fait la livraison de nos revendeurs. Donc on a quelques petits revendeurs, donc les 2 bistrots du coin, on a une petite épicerie, une petite boucherie, un restaurant aussi avec qui on travaille. Mais c'est vraiment minime en volume et du coup tous les jeudis matin on sort pour les livrer pour qu'ils aient les produits pour la semaine. Et après on essaye d'organiser vraiment aussi le plus possible, mais voilà, ça reste compliqué dans notre logistique à nous, des livraisons aux particuliers. Regrouper les particuliers sur un point de livraison et livrer 2-3 villages comme ça. Du coup, il faut savoir que quand on fait un marché, en moyenne, c'est à peu près 13 heures de boulot pour un marché. Donc même si on fait un marché qu'on reste 5 heures sur place, il
faut pas le voir comme 5 heures de travail, c'est en fait 13 heures parce qu'il y avait la préparation en amont de la marchandise, donc il y a pas mal de diversité. Après, il faut tout charger dans les camions, tout préparer pour le marché, faire la route, s'installer, tout remballer, refaire la route et après tout décharger et surtout tout nettoyer. Puis le Donc, problème du coup, des c'est- marchés, parce que pour le coup, on a fait beaucoup de foires au début parce qu'il fallait faire connaître le produit. Puisqu'on a été les premiers à faire de la glace au lait de chèvre dans le Var. Et c'était une période où les gens étaient très réticents encore sur le côté chèvre. En fait, quand on disait glace au lait de chèvre, on pense la glace au fromage de chèvre. Mais non, c'est une glace classique qui est, au lieu d'être du lait de vache, on met du lait de chèvre. Et du coup, on a dû faire beaucoup de foires pour faire découvrir cette gamme-là. Et on s'est rendu compte au bout de la deuxième année, vu que la première année on a eu de la chance, on a eu une météo superbe, mais on dépend beaucoup de la météo. Donc il suffit que voilà, il fasse pas beau, il n'y a personne qui va venir sur le marché, enfin dans le sud en tout cas, dès qu'il pleut, il n'y a plus personne, tout le monde reste chez soi. Et du coup, on s'est bien rendu compte que c'était pas possible de tenir comme ça. Qu'une année où il pleut tout le temps, c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose derrière, beaucoup de fatigue, du boulot en moins du coup avec nos chèvres, du boulot en moins dans la fromagerie, donc un peu de perte d'argent aussi derrière. Et du coup de développer vraiment ces points de livraison plutôt que de faire d'autres marchés et foires, on est sûr que ce qu'on va préparer c'est vendu. Les gens ils ont déjà commandé, donc on y va pour quelque chose et on sait qu'on revient le camion vide, donc derrière ça nous évite toutes les heures de travail qu'il peut y avoir derrière. De rangement et de nettoyage. Camille et Rudy, merci de nous avoir fait découvrir votre ferme. Donc c'est la fin de cette visite et j'aime toujours demander aux gens s'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé pendant cette visite ou quelque chose qui vous touche, que vous aimeriez partager ou si vous avez peut-être même un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer. Que ce soit pour les personnes qui veulent s'installer, de ne pas hésiter à ouvrir leur ferme. C'est beaucoup de travail, mais c'est énormément aussi de reconnaissance. Et on trouve que c'est comme ça que ça pourrait aller aussi dans le bon sens pour tout le monde. Tant pour le producteur que pour le consommateur. Oui, c'est ça, c'est de jouer le jeu sur la transparence au maximum. C'est le pari le plus gagnant, je pense, dans l'agriculture de demain et de s'accrocher. C'est pas évident. Bien s'entourer. L'entourage, je pense que nous, on a eu de la chance là-dessus. C'est pour ça qu'on a voulu s'installer ici, dans notre région, c'est qu'on était entourés. Aujourd'hui, je ne me verrais pas faire cette démarche-là si on n'avait pas été entourés par la famille ou les amis. Et ils sont pris au jeu parce que du coup, ils ne sont pas eux aussi de milieu agricole. Et du coup, ça a été génial de voir que différentes générations, différents points de vue, différents modes de vie ça peuvent se mettre sur du même sujet et ça, c'est cool. C'est un métier qui a tendance à nous enfermer un petit peu. Donc, de faire cette vente directe aussi nous permet de se réouvrir un peu au monde et de ne pas oublier le consommateur aussi, que c'est lui qui a la décision finale sur ce qu'il veut acheter. On arrive même à accueillir des cars maintenant. Ça veut dire que tout peut se faire. Eh ben merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi. Salut. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao. Non mais écoutez-moi bien les amis. La glace au pastis, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. On n'a jamais rien inventé de mieux. Rien inventé de mieux, vraiment.